Eh bien, l'Union latine est une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire une organisation internationale composée par des États souverains. En l'occurrence, à l'heure actuelle, il y en a 37. Tous des États où au moins une des langues officielles est une langue néolatine ou romane. Ceci concerne en effet 6 langues romanes, 6 sur les 30 ou 40. À savoir l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le roumain et le catalan. Le catalan qui s'est intégré récemment en 2004 après l'adhésion de l'Andorre, seul État souverain au monde ayant la langue catalane comme langue officielle. L'Union latine est née dans les années 54 dans un contexte de guerre froide, donc un monde bipolaire où les États latins souhaitaient montrer une troisième voie humaniste, essayer de montrer par les valeurs latines, même des sociétés qui l'ont succédé, qu'une troisième voie était possible, moins belliqueuse. L'Union latine a progressivement, dans les années 84, on va dire, s'est transformée, s'est muée en une organisation de promotion, des diffusions et des modernisations des langues romanes et des cultures latines. De la modernisation, c'est-à-dire les aspects terminologiques, industrie linguistique, traduction et tout ce qui concerne, disons, la présence permanente de langues romanes dans la connaissance. Dans les années 90, notamment grâce à la suggestion qui nous a été donnée par l'ex-vice-président de la Bolivie, qui était lui des cultures Aymara, l'Union latine, grâce au bagage qu'elle avait concernant la terminologie, les industries linguistiques dans les langues romanes, a appliqué ses connaissances pour soutenir certaines langues amérindiennes, en l'occurrence au départ, notamment le quechua, l'aymara et le guarani, 3 langues très parlées en Amérique, notamment en Amérique du Sud. Et on constituait un grand vocabulaire. Quand je dis un, en fait il y en avait trois grands vocabulaires avec un ensemble de 10 000 concepts, soit 60 000 termes, dont la santé, la biodiversité et l'agroalimentaire, avec toutes les variantes qu'ont ces langues. Comme vous le savez, la langue quechua a quelques dizaines de variantes régionales, de même l'aymara et le guarani notamment. Progressivement, nous avons provoqué la réalisation de séminaires de formation de ce qu'on appelle des langagiers, parfois des linguistes, parfois des traducteurs, parfois des spécialistes du langage ou même des pédagogues de la langue, dans le sens de promouvoir l'enrichissement terminologique des langues, que ce soit amérindienne, que ce soit africaine ou créole. Nous avons provoqué une série de séminaires avec le soutien des différentes institutions. Ceci a permis la réalisation de certains vocabulaires parce que nous considérons que si une langue n'a pas les éléments pour décrire le comportement quotidien, cette langue elle risque de mourir. Et par exemple, concernant les populations dont nous parlons, notamment le vocabulaire administratif, le vocabulaire de la justice, du commerce, de la santé, tous ces vocabulaires sont nécessaires pour que les langues puissent vivre, puissent exprimer les réalités du quotidien. Nous nous sommes occupés donc tout d'abord des langues romanes principales, ensuite des langues amérindiennes et africaines qui n'ont pas d'origine latine, et nous nous sommes occupés après des langues aussi d'origine latine mais minorisées ou minoritaires comme le ladin, le fruilin, le sarde, l'occitan, etc. en créant un réseau de langues latines minoritaires où nous avons promu la réalisation de plusieurs vocabulaires spécialisés dans ces langues, ainsi que la formation aux techniques terminologiques. Voilà un petit peu le parcours de l'Union latine dans des langues non officielles, on va dire. Comme je le dis souvent, une langue qui n'est pas aujourd'hui sur Internet, c'est peut-être pas trop grave pour certaines populations, parce que nous savons qu'Internet ne couvre pas l'ensemble du monde. Nous vivons dans des pays développés collés à Internet, mais ce n'est pas la réalité quotidienne de la planète. Mais nous savons bien que d'ici quelques décennies,
très probablement toute la planète ne jugera que pour Internet, qu'elle fera toutes ses activités via Internet. Et forcément, si un enfant qui aujourd'hui a une langue maternelle minoritaire, demain, il ne va pas trouver, il va pas pouvoir acheter sur Internet, il ne va pas pouvoir se former sur Internet, il ne va pas pouvoir voyager sur Internet à partir de sa langue, il va emprunter d'autres langues. Donc il va perdre sa langue maternelle. C'est une réalité, nous le savons bien. Et je ne parle pas nécessairement de l'exclusion des langues orales et écrites. Il ne faut pas oublier que les langues orales, dites orales, qui n'ont pas l'écriture, aujourd'hui peuvent très bien se manifester sur Internet grâce aux multimédias. Et donc toutes les langues ont l'occasion, ont la possibilité d'être présentes sur Internet, mais sans volonté politique, sans des actions de promotion, sans des actions de démonstration que si une langue n'est pas sur Internet, elle risque d'être perdue. Nous n'allons pas très loin. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de montrer un petit peu toutes les conséquences de la numérisation de notre monde, de la présence sur le cyberespace. Et nous travaillons beaucoup sur ce secteur avec un réseau mondial de la diversité linguistique à l'heure actuelle, et notamment pour montrer quels sont les enjeux de la diversité linguistique, quels sont les enjeux du multilinguisme dans le cyberespace. Je pense que c'est notre principale préoccupation aujourd'hui pour tous ceux qui prônons que la diversité linguistique soit de plus en plus présente, respectée, valorisée, et qu'on arrête de perdre des langues et qu'on arrête de voir mourir des langues tous les jours.